Bonjour à tous, on se retrouve pour la correction du sujet de brevet d'Asie-Pacifique du 15 juin 2026. Alors on commence tout de suite, vous avez déjà vu avec le premier format, il y aura deux parties, une partie automatisme et une partie résolution. Donc la partie automatisme est sur 6 points, vous n'avez pas droit à la calculatrice, donc regardons, pour ce sujet il y avait 9 questions. Première question, l'écriture scientifique du nombre 45 310 et on vous faisait 4 propositions. Alors le mieux c'est de se rappeler qu'est-ce que c'est que l'écriture scientifique. On va réécrire notre nombre comme le produit d'un nombre décimal compris entre 1 et 10 fois une puissance de 10. Alors si je respecte la définition 45 310, j'amène où la virgule pour avoir un nombre entre 1 et 10? Ici entre le 4 et le 5. Donc ça va me faire 4,531 fois 10 puissance combien? Donc j'ai décalé ma virgule de 4 rangs vers la gauche. Donc c'est comme si j'avais divisé par 10 000. Si je veux récupérer mon nombre de départ, il faut que je remultiplie par 10 000, c'est-à-dire 10 puissance 4. Donc c'était la réponse B. Donc vous, il vous suffisait de répondre question 1, réponse B. Question 2, une forme développée de l'expression 4x moins 3 facteur de 4x plus 3 est. Alors, pour la plupart, comme vous avez vu de parenthèses, les élèves ils font en général de la double distributivité. Donc, on pouvait répondre de cette manière à la question. Ceux qui sont un peu plus habitués, ils auront peut-être reconnu la troisième identité remarquable, qui est la forme a moins b facteur de a plus b. Donc, je vais vous prouver le résultat avec les deux méthodes. Alors avec la double distributivité, vous faites quoi? 4x fois 4x plus 4x fois 3 moins 3 fois 4x et moins 3 fois 3, ce qui va nous donner 16x au carré plus 12x moins 12x moins 9 plus 12x moins 12x, ça disparaît et il me reste 16x au carré moins 9. Alors, comme promis, je vous montre en utilisant la troisième identité remarquable, 4x moins 3 facteur de 4x plus 3. Vous voyez qu'on a les mêmes termes dans les deux parenthèses, seulement une fois on les soustrait, une fois on les additionne. A moins b facteur de a plus b ou a plus b facteur de a moins b, ça donnait quoi? A carré moins b carré. Donc, le carré du premier terme, le carré de 4x, attention, je n'oublie pas les parenthèses, moins le carré de 3, ça nous donne quoi? 16x au carré, moins 9. Donc vous, sur votre copie, encore une fois, pas besoin de justification, vous avez juste à mettre question 2, réponse C. Question 3, un pavé droit pour dimension 4,5 cm de long, 4 cm de large et 10 cm de haut, le volume de ce pavé est. On se souvient que la formule pour calculer le volume d'un pavé droit est longueur fois largeur fois hauteur. Donc maintenant, il me suffisait de faire quoi dans ma tête? 4,5 cm fois 4 cm fois 10. Alors regardez, 4,5 cm x 4, on multiplie par 2 et encore par 2 pour multiplier par 4. Donc le double de 4,5 c'est 9, le double de 9 c'est 18, et multiplié par 10, ça nous fait 180 cm3. Donc c'était la réponse A, question 3, réponse A. On poursuit. Question 4, on considère les nombres suivants et on s'intéresse à leur divisibilité par 9. Comment on reconnaît si un nombre est dans la table de 9 et divisible par 9? Vous vous souvenez de l'astuce vue lors de la classe de 6e, vous additionnez la valeur des chiffres de chaque nombre. Donc là, 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça fait combien? Ça fait 9. Ici, 2 plus 0 plus 2 plus 6, ça va faire combien? Ça va faire 10. Et vous regardez à chaque fois, est-ce que la somme obtenue est dans la table de 9?
Ici, pour 2025, on a obtenu 9, ça veut dire quoi? Que 2025 est dans la table de 9. Mais 2026, on a obtenu 10. 10 n'est pas dans la table de 9. Donc ça veut dire quoi? Que 2026 n'est pas dans la table de 9. Donc on regarde les propositions qui étaient données. N et P sont tous les deux divisibles par 9. Ce n'est pas le cas. N est divisible par 9, mais P ne l'est pas. C'est la bonne réponse. On vérifie. P divisible par 9, mais N ne l'est pas. Pas du tout. Et aucun des deux n'est divisible par 9. Non, puisque N est divisible par 9. Donc c'était question 4, réponse B. Alors, question 5. Une personne a couru 9 km en 45 minutes. Quelle est sa vitesse moyenne en km par heure? Donc, on connaît déjà la distance parcourue en 45 minutes. Quand on calcule une vitesse moyenne, on considère que la personne court à vitesse constante. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? 9 km divisé par 3, ça fait combien? Ça fait 3. Donc, j'ai 9 km les 45 premières minutes, plus encore 3 km les 15 minutes suivantes. Ça nous fait 12 km par heure. 12 km par heure. Question 6, un petit peu de probabilité. Une roue de la fortune est utilisée pour faire gagner des cadeaux. La roue est divisée en 10 secteurs de tailles égales avec les gains suivants: des stylos, des porte-clés, des casques ou un smartphone. Un joueur tourne la roue une seule fois. Quelle est la probabilité que le joueur gagne un casque audio? Donc on nous a dit que tous les secteurs avaient la même taille, donc on a autant de chances de tomber sur chacun de ces 10 secteurs. On voit qu'il y a 2 secteurs avec des casques audio, donc on a 2 chances sur 10 de gagner un casque audio, et 2 chances sur 10, ça peut s'écrire comment? Comme 1/5 ou 0,2 ou 20%. Question 7, un article coûte 60 €, calculez son nouveau prix après une baisse de 10%. Donc je vous rappelle que là on est dans la partie sans calculatrice, donc on ne va pas utiliser le 1 plus T sur 100 ou le 1 moins T sur 100 qu'on l'a vu pour calculer directement un nouveau prix. Mais regardez, vous avez une baisse de 10%. Donc si on cherche 10% de 60 €, il suffit de diviser par 10, ça fait 6 €. Je fais 60 moins 6 €, ça fait combien? Ça fait 54 €. Donc là il vous suffisait de mettre, question 7, 54 €. Question 8, quelle est la mesure de l'angle BAC? Regardez, l'angle BAC, il est ici. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser pour répondre à cette question? Attention, ce n'est pas parce que vous êtes en troisième que dès qu'on vous demande de trouver la mesure d'un angle, c'est forcément de la trigonométrie. Hein? Encore plus puisqu'on est dans un triangle rectangle. Mais regardez, on est dans un triangle rectangle et on connaît la valeur de l'angle de sommet B. On sait que dans tous les triangles, la somme des mesures des angles est égale à 180 degrés. Et en particulier dans le cas des triangles rectangles, la somme des mesures des deux angles aigus est donc égale à 90 degrés. Donc là, il nous suffisait de faire quoi? 90 moins 40, ça fait directement 50. Question 8, 50 degrés. Et on finit avec la question 9. Alors attention, avec deux petites questions, deux sous-questions. Le diagramme en barre ci-dessous donne les notes des élèves d'une classe au dernier contrôle de mathématiques. Combien d'élèves ont participé à ce contrôle? Donc regardez, il vous suffisait de faire quoi? De regarder les effectifs. On voit qu'il y a 3 élèves qui ont eu 7, 4 élèves qui ont eu 8, 4 élèves qui ont eu 10, etc. Donc on fait 3 plus 4, 7 plus 4, ça nous fait quoi? 11. Alors on a encore 5 plus 5, 10, donc ça nous fait 21. Plus 3, 24. Plus 2, 26. Et 1, 27. Donc qu'est-ce qu'on va répondre? Question 9A, on va répondre 27 élèves. Maintenant, attention, on doit chercher la note médiane. Donc si on classait nos élèves de celui qui a eu la plus mauvaise note à celui qui a eu la meilleure note, on les range dans l'ordre, ils sont 27. Donc on peut faire deux groupes identiques de combien avec 27 élèves? On peut faire deux groupes de 13, ce qui nous fait 26. Et donc l'élève qui sera en position médiane au milieu, ce sera le 14e. On a notre 13 premiers élèves, le 14e, et encore 13 élèves après. Donc le 14e élève, il est où? Dans l'ordre 3, plus les 4 élèves qui sont là, ça fait 7. Encore 4, 11. Donc on voit que là je suis à 11 élèves. Si je rajoute 5, ça fait 16. Donc ça veut dire que du 12e au 16e élève,
les élèves ont la note de 11. Donc la note médiane, c'est 11. Donc il suffisait de répondre. Question 9b, 11. Cette première partie est terminée. On passe maintenant à la partie 2, raisonnement et résolution de problèmes, qui est sur 14 points. Vous venez de rendre votre copie sur les automatismes. Vous passez maintenant à la deuxième partie. Alors, exercice 1. Lola souhaite acheter un smartphone. Elle étudie deux propositions. L'offre A, le client paie 175 € à l'achat, puis son abonnement est de 16 € par mois avec un engagement de 24 mois minimum. L'offre B, le client ne paie rien à l'achat, puis l'abonnement est de 23 € par mois avec un engagement de 24 mois minimum. Et on vous disait, au bout de 24 mois, laquelle des deux offres est la plus intéressante? Il nous suffit de faire le calcul. On va regarder avec l'offre A combien ça nous coûte au bout de 24 mois et avec l'offre B combien ça nous coûte. Donc pour l'offre A, qu'est-ce que je vais faire? Les 175 € à l'achat, c'est-à-dire 175, plus les 24 mois à 16 €. Donc ça va nous faire 24 fois 16. Donc là, vous prenez votre calculatrice, vous rentrez 24 fois 16. Donc ça veut dire 175 plus 384 €, ce qui nous donne un total de 559 €. Alors maintenant, je vais faire la même chose avec l'offre B. Cette fois-ci, on ne paye rien à l'achat, mais on va payer 23 € pour chacun des mois. Donc on va faire quoi? 24 fois 23 €, ce qui va nous donner 552. Donc on va dire quoi? Qu'au bout de 24 mois, on a dépensé 552 € avec l'offre B. Et au final, on s'aperçoit quoi? Que l'offre B est plus intéressante que la A au bout de 24 mois. Alors, la deuxième question, c'était X est un nombre positif qui représente le nombre de mois. On exprime le prix de ces deux tarifs en fonction de X avec les fonctions suivantes. F de X qui est égal à 175 plus 16X et G de X égale 23X. Alors, associer chaque fonction à l'offre correspondante, A ou B, et aucune justification n'est attendue. Si on regarde un petit peu, 175 et 16, ces nombres-là, ils interviennent dans quelle offre? Dans l'offre A. 23, il intervient dans quoi? Dans l'offre B. Donc pour cette question, il n'y avait vraiment aucune difficulté, vous voyez? Alors on peut quand même les expliquer. Regardez, qu'est-ce qu'on paye quand on paye l'offre A? On paye les 175 € de départ et après on va payer 16 € pour chaque mois. Donc s'il y a X mois, on va payer 16 fois X. Comme tout à l'heure, on a payé 16 fois 24. Pour l'abonnement B, pour l'offre B, qu'est-ce qu'on payait? On payait 23 fois le nombre de mois. Tout à l'heure, on a payé 23 fois 24. Donc là, s'il y a X mois, on va faire 23 fois X. Donc il suffisait de dire F correspond à l'offre A et G correspond à l'offre B. La question 2, on la poursuit. Au bout de combien de mois paie-t-on le même prix avec ces deux offres? Donc on cherche pour quelle valeur de X, d'accord, le prix payé avec l'offre A est le même que le prix payé avec l'offre B, c'est-à-dire pour quelle valeur de X? F de X égale G de X. F de X égale G de X, on peut le traduire par quoi? Par 175 plus 16X égale 23X. Alors regardez, cette équation, ce n'est pas l'équation la plus dure du monde à résoudre. Comment est-ce que je procède pour résoudre cette équation? Je vais éliminer les 16X qui sont là. Qu'est-ce que je fais? Moins 16X à gauche, moins 16X à droite. Ça nous donne quoi? 175 est égal à 23X moins 16X. Donc 175 égale à 23 moins 16, ça nous fait 7. Et pour trouver la valeur de X, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser par 7 de chaque côté. Et 175 divisé par 7, ça va nous donner 25. Donc on conclura quoi? Qu'on paie le même prix avec les deux abonnements au bout de 25 mois.
La question 2 petit c était, est-on encore dans la période d'engagement? Donc on voit que la période d'engagement, elle est de 24 mois minimum. Ça veut dire qu'au-delà des 24 mois, vous n'êtes plus obligé de rester engagé. Donc, là, on est au bout de 25 mois, donc on n'est plus dans la période d'engagement. L'exercice 1 est terminé, on peut passer à l'exercice 2. Alors, exercice 2, la figure ci-dessous n'est pas à l'échelle, donc vous avez cette figure où on vous dit OA et B et OD et C sont alignés. On vous donne la mesure de OD qui est 8,2 cm. On vous donne la mesure de AD qui est de 1,8 cm. Et on vous donne la mesure de BC qui est de 4,5 cm. Et on vous demandait, première question, montrer que la longueur du segment OA, qui est ici, est égale à 8 cm. Alors attention, automatiquement, quand des élèves voient OA et B sont alignés, OD et C sont alignés et qu'ils voient ici deux triangles, ils partent à utiliser le théorème de Thalès puisqu'on leur demande de calculer une longueur. Alors on va regarder un petit peu plus calmement les choses. On voit qu'on a des triangles ici qui sont comment? Qui sont rectangles. On voit que dans ce triangle rectangle-là, on connaît AD, on connaît OD et on cherche OA ici. Quand dans un triangle rectangle, on connaît 2 longueurs sur 3, on a vu en classe de 4e qu'on pouvait utiliser quoi? Le théorème de Pythagore. Et c'est ce qu'on va utiliser ici. Alors, j'ai pris un petit peu plus de place pour rédiger. Qu'est-ce qu'on va commencer par dire? La condition d'utilisation du théorème de Pythagore, c'est quoi? C'est que le triangle, il est rectangle. Donc, on va le dire. Le triangle OAD est rectangle en A, d'après le théorème de Pythagore, et on va citer notre égalité. Alors là, on va rédiger, on va dire le triangle OAD est rectangle en A, donc d'après le théorème de Pythagore. On a, alors l'égalité de Pythagore, ça va être quoi dans ce triangle? On prend l'hypoténuse OD, donc OD au carré est égal à, je prends les côtés de l'angle droit, ça donne quoi? AO au carré plus AD au carré. Une fois que j'ai mon égalité avec les lettres, je vais remplacer les longueurs par leur valeur. Donc OD, je le connais, c'est 8,2. AOA, c'est ce que je cherche. Donc on le laisse. Non. Et AD, c'est combien? C'est 1,8. Donc je vais écrire AD au carré, 1,8 au carré. Maintenant, je prends ma calculatrice, je vais chercher combien ça fait 8,2 au carré et 1,8 au carré. Le carré de 8,2, ça me fait 67,24. Le carré de 1,8, ça me donne 3,24. Donc ça me donne l'égalité. 67,24 égale à AO au carré plus 3,24. Maintenant, si je veux retrouver combien est-ce que je dois ajouter à 3,24 pour faire 67,24, je vais faire quoi? 67,24 moins 3,24, ce qui me donne ça, on peut le faire de tête, ça nous donne 64. Et maintenant, si je recherche quel est le nombre positif dans le carré et 64, on peut répondre à cette question sans calculatrice, parce que racine carrée de 64, vous devez le connaître, c'est 8. Je vous rappelle que la question, c'était prouver que la longueur du segment OA est égale à 8 cm. C'est ce qu'on vient de faire. Alors, petit 2, justifier que les droites BC et AD sont parallèles. Alors, pour répondre à cette question, encore une fois, les élèves font souvent appel, qu'est-ce qu'ils ont vu en troisième? Et ils disent, pour montrer que les droites sont parallèles, ils pensent uniquement à la réciproque du théorème de Thalès. Or, pour utiliser la réciproque du théorème de Thalès, on n'a pas suffisamment d'informations ici. On connaît AD, on connaît BC, mais si je connais OA, je ne connais pas OB. Si je connais OD, je ne connais pas OC. Donc, je n'ai pas les moyens de calculer les valeurs de deux rapports. Mais tout simplement, si je regarde bien ma figure, il y a un moyen très simple que vous avez vu en classe de 6e pour répondre à cette question. Si vous observez bien, vous avez quoi ici? Et là, vous avez deux angles droits. Donc, ça veut dire quoi? Que la droite BC, elle est comment par rapport à BO? Elle est perpendiculaire. De même, vous avez AD qui est perpendiculaire à BO.
deux droites perpendiculaires à une même droite, vous avez vu en sixième qu'elles sont toujours parallèles entre elles. Il va nous suffire de rédiger de la sorte. Je sais que BC et AD sont toutes les deux perpendiculaires à la droite BO. Or, si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles. Donc BC est parallèle à AD. Avant-dernière question de cet exercice 2, on vous disait calculer la longueur du segment OB, le segment OB qui est ici. Alors regardons bien, on connaît beaucoup de longueurs dans ce triangle. On vient de montrer quoi? Que les droites AD et BC sont parallèles, ce qu'on ne savait pas jusqu'à présent. Et on se rappelle de l'énoncé où on nous disait les points OAB d'une part et ODC sont alignés. Donc là, maintenant, si on réfléchit un petit peu dans ce qu'on a appris cette année, on va pouvoir utiliser notre théorème de Thalès. Regardez, on a nos deux triangles du fait que les droites soient parallèles qui sont bien en configuration de Thalès. Donc tout ça, on va le dire. Et après, on va écrire nos rapports. Nos rapports, regardez, OA, on le connaît sur OB que l'on cherche. Alors après, on aurait quoi égal à quoi? OD, on connaît sur OC. On ne connaît pas OC, mais regardez, le dernier rapport, c'est quoi? AD sur BC, on connaît les deux longueurs. Donc on a bien un quotient où on a les deux longueurs connues et on a la longueur associée à celle que l'on cherche. Donc on a tout ce qu'il faut pour utiliser notre théorème de Thalès. Donc on y va. On va dire quoi? Les droites BA et CD sont séquentes en haut et les droites BC et AD sont parallèles. Donc si on applique le théorème de Thalès, on obtient quoi? OA sur OB égale OD sur OC est égal à AD sur BC. Voilà. Moi j'ai fait longueur du petit triangle sur longueur du grand triangle, mais vous pouviez faire dans l'autre sens. Vous pouviez faire OB sur OA égale OC sur OD égale BC sur AD. Ça c'est au libre choix. Donc maintenant si je remplace mes longueurs par leurs valeurs, quand elles sont connues, ça nous donne quoi? 8 sur OB égale à 8,2 sur OC égale à 1,8 sur 4,5. Maintenant, on rappelle qu'on cherche OB, donc on va utiliser le premier quotient et le troisième, où il y a les deux longueurs connues. Donc on utilise donc 8 sur OB égale 1,8 sur 4,5. D'après la propriété du produit en croix, on sait que 1,8 fois OB égale à 8 fois 4,5. Donc on en déduit quoi? Que OB est égal à quoi? 8 fois 4,5 divisé par 1,8. Là, vous prenez votre calculatrice et vous en déduisez que OB est égal à 20 cm. On finit avec la question 4 de cet exercice 2 qui se partagera en deux parties. Alors regardez, on vous dit l'entreprise souhaite fabriquer des gobelets. Un gobelet, ça correspond à cette partie en gris ici, qui a la forme de quoi? D'un tronc de cône. C'est quoi un tronc de cône? En fait, c'est quand on coupe un morceau du cône parallèlement à la base. Donc là, je vous ramène aussi au cours sur les sections de solides. Quand on coupe un cône parallèlement à sa base, on obtient un cône qui est une réduction du grand. Donc ça nous servira peut-être à un moment donné. Alors, on voit que les informations qu'on vous donne là, OAB sont alignées, ODC sont alignées, les mesures OD égale 8,2, AD égale 1,8, BC égale 4,5, c'est exactement les mêmes informations qu'on avait tout à l'heure. Donc si on prend juste cette partie-là de la figure, c'est exactement ce sur quoi on a travaillé jusqu'à maintenant. On vous rappelle la formule pour calculer le volume d'un cône de révolution. R de la base fois hauteur divisé par 3. L'air d'un disque, c'est pi fois rayon au carré, fois hauteur divisé par 3. Alors ils sont très gentils de vous le donner parce que ça, en principe, vous devriez le connaître par vous-même. Alors petit a, on vous disait calculer le volume du grand cône de hauteur OB en centimètres cubes arrondi à l'unité. Alors on rappelle, on vient de montrer que OB tout à l'heure faisait 20 cm.
On a le rayon du disque de base qui est de combien? De 4,5 cm. Donc on va prendre notre formule et on va remplacer le rayon par 4,5, la hauteur par 20. Alors vous écrivez pi fois 4,5 au carré fois 20 divisé par 3. Alors on peut l'écrire aussi en utilisant l'écriture fractionnaire en mettant au numérateur pi fois 4,5 au carré fois 20 et le 3 au dénominateur. Donc même si ce n'était pas demandé, j'en profite pour faire un petit rappel de ce qu'est la valeur exacte quand on a un calcul avec pi. Donc regardez, si j'enlève pi de mon calcul, je vais faire 4,5 au carré fois 20 divisé par 3 et je vois que ça me donne 135. Donc ça veut dire que j'ai pi fois 135. Donc ça, ce serait la valeur exacte. Donc la valeur exacte, ce serait 135 pi centimètres cubes. Donc ici, on vous demandait simplement une valeur arrondie à l'unité. Donc vous regardez ce que vous obtenez quand vous tapez tout ça dans votre calculatrice. Vous obtenez 424,11 et des poussières. Donc 424,11, c'est plus proche de 424 que de 425. Donc la valeur arrondie, ce sera 424. Donc on n'oublie pas de faire une petite phrase de conclusion. Le volume du grand cône est d'environ 424 cm3. Alors on est presque au bout de nos souffrances. Petit b, calculer le volume du gobelet en centimètres cubes arrondi à l'unité. Donc le gobelet, c'est cette partie-là qui est en gris. Donc ça correspond à quoi? Au volume du grand cône moins le volume du petit cône qu'on va enlever. Alors, est-ce qu'on peut calculer le volume du petit cône qui est ici? Ben oui, on avait calculé dans les questions précédentes, on avait calculé combien valait OA. On savait que c'était 8 cm. On sait qu'AD ici, le rayon du petit disque, c'est 1,8 cm. Donc, on va utiliser notre formule précédente sur ce petit cône. Donc, on va reprendre le volume du grand cône moins le volume du petit cône et ça va nous donner notre résultat. On pourrait aussi obtenir le volume du petit cône en utilisant le fait que là, la section, elle est parallèle à la base, donc ce cône-là, c'est une réduction du grand. Alors, il suffirait de calculer le coefficient de réduction. En faisant 8 divisé par 20, on trouverait que le coefficient de réduction, c'est de 0,4. Donc, on prend le volume du grand cône, on le multiplie par 0,4 au cube, d'accord, et on trouverait le volume du petit cône. Il faudrait quand même finir par faire la soustraction. Donc, on va faire au plus simple. Alors pour faire des calculs les plus précis possibles, je vais garder ma valeur exacte puisque je l'avais calculé 135 pi, où j'aurais pu garder mon calcul que j'avais au départ. Donc ici, ça va faire 135 pi moins, alors le volume du petit cône, pi fois rayon au carré, ça va donner quoi? Le rayon, c'est 1,8, donc 1,8 cm au carré, fois la hauteur. La hauteur, on avait vu qu'elle était de 8 cm et on divise par 3. Donc ici, ça va me faire 135 pi moins. Alors vous pouvez rentrer directement ça et obtenir votre résultat. Moi, si je détaille un petit peu, ici, ça correspondra à 135 pi moins 8,64 pi, qui va me donner environ 396,97 et des poussières. Donc 396,97, c'est plus proche de 397. Donc la valeur arrondie à l'unité, c'est 397 cm3. Donc on va conclure, le volume de gobelet est d'environ 397 cm3. Passons à l'exercice 3. L'exercice 3, on vous disait quoi? On considère le programme A suivant. Alors regardez, on choisit un nombre. Qu'est-ce qu'on va faire de ce nombre? Alors, on a deux parties. Calculer son carré multiplié par 3. À droite, on va prendre ce même nombre, on va le multiplier par 7. Et nos résultats de gauche et de droite, on va les additionner. Et ensuite, on va soustraire 6. Et on vous disait appliquer le programme A au nombre 5. Alors, je peux me le faire sur ma feuille en respectant le schéma si ça m'aide. Donc, si je prends 5, regardez. Calculer son carré, je vais faire 5 au carré, ça fait 25.
Ensuite, je multiplie ce résultat par 3. Donc, 3 fois 25 égale 75. À droite, je devais faire quoi? Prendre le nombre de départ qui est 5 et le multiplier par 7. Donc on va faire 7 fois 5 égale 35. Donc une fois qu'on a fait les calculs sur les deux branches, qu'est-ce qu'on devait faire? On devait additionner les deux résultats. 75 plus 35, ça nous fait combien? Ça nous fait 110. Et on finissait en faisant quoi? 110 moins 6 qui nous fera 104. On conclura simplement en disant que si on choisit 5, on obtient 104 avec le programme A. Alors question 2, on vous disait, on utilise un tableur pour trouver les résultats correspondant à quelques nombres comme l'indique le tableau ci-contre. Parmi les 4 formules ci-dessous qui sont ici, recopiez celle qui a été saisie dans la cellule B2, puis étirez vers le bas afin de calculer les résultats donnés par le programme A. Alors, on observe que pour avoir ce résultat, ici on a pris quoi comme nombre de départ? On a pris moins 3,5 qui est en A2. Donc on imagine ma formule. Une formule, ça commence toujours par égal. Donc les 4 formules, elles ont bien le égal. Si on suit le schéma qu'on avait tout à l'heure, qu'est-ce que je vais faire? Mon nombre qui est en A2, je le mets au carré. Donc ça va faire A2 au carré ou A2 fois A2. Donc si on regarde bien, déjà, on n'a qu'une formule où on a A2 fois A2, c'est celle-ci. Alors, est-ce qu'on fait bien multiplier par 3? Oui, on a 3 fois A2 fois A2. Et le résultat, on va l'ajouter à quoi? À 7 fois le nombre de départ qui est 7 fois A2. Donc très bien. Et on soustrait 6. Donc la bonne formule, c'était celle-ci. Celle-ci, il n'y a aucune référence de cellule, donc elle ne fonctionne pas. Et dans ces deux-là, il y avait quoi comme erreur? Alors ici, il y avait une soustraction déjà. Il y avait la même erreur dans ces deux formules qui consistait à calculer A au carré en faisant A2 fois 2. Donc c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il suffisait de recopier sur sa copie cette formule. Égale 3 fois A2 fois A2 plus 7 fois A2 moins 6. Alors, à l'aide du tableur, donnez une valeur pour laquelle le programme A donne 0. Regardez, ici on a nos valeurs de départ, ici on a les résultats. Où est-ce que le résultat du programme A donne 0? Ici pour moins 3 comme nombre de départ. Alors, question suivante. Si on note x, le nombre de départ, donnez une expression littérale du programme A en fonction de x. Alors, pour répondre à cette question, on pourrait aller très très vite simplement en utilisant la formule de tableur qu'on a écrite tout à l'heure et en remplaçant A2 par x. Mais regardez, si on le fait, ça va être très simple. Je refais un schéma sur ma copie. J'ai x. Je calcule son carré. Ça fait x au carré. Je multiplie par 3. Ça fera quoi? Ça fera 3x au carré. De l'autre côté, mon nombre x, je le multiplie par 7. Ça va donner quoi? Ça va donner 7x. J'ajoute les deux résultats. Ça me donne 3x au carré plus 7x. Et dernière étape, je soustrais 6. Ça donne quoi? 3x au carré plus 7x moins 6. Voici notre expression. Donc, on conclura, le résultat du programme A en fonction de x est 3x au carré plus 7x moins 6. Alors ensuite, on considère maintenant le programme B suivant. Choisir un nombre. À gauche, qu'est-ce qu'on va faire? Multiplier par 3, soustraire 2. À droite, additionner 3. Et à la fin, on multiplie les deux nombres. Appliquer ce programme B au nombre 5. On peut faire la même chose que tout à l'heure. Regardez, j'ai 5. Qu'est-ce qu'on fait? À gauche, on multiplie par 3. Ça fait 5 fois 3, 15. Ensuite, je soustrais 2. 15 moins 2, ça fait 13. À droite, additionner 3. 5 plus 3, ça fera 8. Donc, je prends mes derniers résultats. 13 et 8 et je les multiplie. 13 fois 8, alors on fait 8 fois 10, 80 et 8 fois 3, 24. Ça nous fait quoi? Ça nous fait 104. Donc si on choisit 5, on obtient quoi? On obtient 104 également avec le programme B. On continue. Si on note x, le nombre de départ, donner une expression littérale du programme B en fonction de x. Alors on peut faire la même chose que tout à l'heure. Regardez, j'ai x.
Je le multiplie par 3, ça fait 3x. Je continue, je soustrais 2, ça fait 3x. Moins 2. À droite, x. J'additionne 3, ça fait quoi? Ça fait x plus 3. On veut conclure en faisant quoi? En faisant le produit des deux résultats. Attention, je veux multiplier le résultat de cette soustraction avec le résultat de cette addition. Il faut que je pense à mettre des parenthèses autour de 3x moins 2 de x plus 3. Si jamais vous oubliez vos parenthèses, il n'y aura que moins 2 qui sera multiplié avec x. Donc vous ne ferez pas le résultat de cette étape avec cette étape. Alors Mathis affirme que quel que soit le nombre qu'il choisit, il trouvera le même résultat avec le programme A et le programme B. A-t-il raison? Et on nous demandait de justifier. Alors on vient de voir que le résultat avec le programme B, on l'écrivait comment? 3x moins 2 facteur de x plus 3. Alors regardez bien cette expression. On va la développer grâce à la propriété de la double distributivité. Ça va nous donner quoi? 3x fois x, ça fait 3x au carré. Plus 3x fois 3, ça fait plus 9x. Moins 2 fois x, ça fait moins 2x. Et moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Je réduis, ça donne 3x au carré plus 7x moins 6. Donc attention, ça c'était quoi? C'était le résultat de mon programme B. Et on voit en le développant que c'est égal à quoi? À 3x au carré plus 7x moins 6, qui est égal au résultat du programme A. Donc le programme A et le programme B, quel que soit le nombre choisi, donneront toujours le même résultat. Donc pour la question 7, on pouvait conclure en disant que Mathis a raison. Quel que soit le nombre choisi, les deux programmes donnent toujours le même résultat. Alors on continue avec cet exercice 3. Résoudre l'équation 3x moins 2 facteur de x plus 3 égale à 0. En déduire les valeurs de x pour lesquelles les programmes A et B donnent 0. 3x moins 2 facteur de x plus 3, c'est quoi? C'est une équation produit nul. Regardez, vous avez un produit dans le membre de gauche et le membre de droite égal à 0. Donc, comment on résout ce genre d'équation? Vous l'avez vu lors de cette année scolaire. Grâce à la propriété qui dit que si un produit de facteurs est nul, alors au moins l'un de ces facteurs est nul. Donc ça veut dire quoi ici? Vous multipliez 3x moins 2 avec x plus 3. Et ça veut dire que soit c'est 3x moins 2 qui vaut 0, soit c'est x plus 3 qui vaut 0. Alors regardons bien. 3x moins 2 égale à 0. Ça veut dire quoi? 3x égale à 2. On rajoute 2 de chaque côté. 3x égale 2, comment on calcule x? On divise par 3 à gauche et à droite. Donc 2 divisé par 3, ça fait 2 tiers. Et on laissera le résultat comme ceci, parce que 2 divisé par 3, la division ne se termine pas. X plus 3 égale 0, cette équation est évidente. La solution, c'est x égale moins 3. Donc les solutions de l'équation 3x moins 2 facteur de x plus 3 égale à 0 sont moins 3 et 2 tiers. Puisqu'on a vu que le programme A et le programme B, ils donnaient tout le temps le même résultat, quel que soit le nombre choisi au départ, ben ça veut dire que si je rentre moins 3 et 2 tiers dans le programme A ou dans le programme B, à chaque fois, ils vont donner 0. On passe au quatrième et dernier exercice. On vous disait quoi? ABCD est un carré et ABF est un triangle équilatéral. Et on voit que les longueurs du carré et les longueurs du triangle équilatéral, ce sont les mêmes. On avait quoi comme indication? Que AF égale 4 cm et on nous disait aussi que les points F, A et E sont alignés. Alors attention, justifier que la mesure de l'angle EAD, qui est ici, est égale à 30 degrés. Alors regardez, on nous a dit que les points FAE étaient alignés. Ça veut dire que l'angle qui est ici, il va mesurer combien? Il va mesurer 180 degrés. On sait que le triangle ABF est un triangle équilatéral. Donc l'angle FAB mesure combien? Mesure 60 degrés. ABCD est un carré, donc l'angle BAD mesure 90. Donc on peut déjà faire 60 plus 90, ça fait 150. Et donc il reste combien pour l'angle EAD? Il reste 30 degrés. Donc on va rédiger tout ça. Un petit point sur la rédaction, les points F, A et E sont alignés. Donc l'angle FAE est égal à 180 degrés. De plus, l'angle FAE, on peut dire que c'est quoi? C'est la mesure de l'angle FAB plus la mesure de l'angle BAD plus la mesure de l'angle EAD. Si vous regardez sur votre figure, on sait que ABF est un triangle équilatéral, donc l'angle FAB il mesure 60.
On sait qu'ABCD est un carré, donc l'angle BAD, on a dit qu'il mesurait 90 degrés. Donc si je fais 60 plus 90, ça va nous faire combien? Ça nous fait 150. Donc pour trouver la mesure de l'angle AD, je fais la mesure de l'angle FAE qui mesure 180 degrés moins la somme des deux. Ici, on avait dit que c'était 150 et ça nous fait bien 30 degrés. Alors, on vous disait, à partir de maintenant, dans la suite de l'exercice, on utilisera l'échelle suivante. 10 pas dans le programme représentent 1 cm dans la réalité. Donc 1 cm, ça correspond à 10 pas. Et on vous disait, le bloc triangle ci-dessous permet de tracer un triangle équilatéral et le bloc carré permet de construire un carré. Donc vous avez le bloc triangle, le bloc carré. On vous disait quoi? Donnez les valeurs de J, K, M et N pour que les blocs triangles et carrés permettent de construire un triangle équilatéral de 4 cm de côté et un carré de 4 cm de côté. Donc en fait, c'était le triangle et le carré qu'on avait tout à l'heure. On avait construire des figures identiques. Aucune justification n'est attendue. Alors, répétez 3 fois. Pour construire un triangle équilatéral, on va répéter quoi? On va répéter 3 fois. Alors, si on veut qu'il fasse 4 cm, on a dit 1 cm, 10 pas. Donc 4 cm, ça va faire 4 fois 10 pas, ça va faire 40 pas. Donc on va avancer de 40 pas. Donc J égale 40. Regardez, vous avancez ici. Maintenant, vous voulez construire le deuxième côté. Si ici, vous voulez un angle de 60, votre lutin, il est orienté à 90 degrés. Il a avancé comme ça. Si ici, vous voulez un angle de 60, il faut qu'il tourne de, attention, 120 degrés. Celui-là, on l'a déjà vu plusieurs fois, ce problème. Donc, on va tourner à gauche de 120 degrés. Donc, K égale 120. Alors, regardons bien quelque chose d'important. Vous tournez de 120. Votre lutin, il est orienté comme ceci. On recommence. J'avance. Je bascule encore de 120 degrés. Donc, votre lutin, il est dans cette direction. Il descend. Et à la fin, il regarde comme ceci. Il rebascule de 120 degrés. Donc, en fait, il revient en position de départ. Ne jamais oublier cet élément qui est important, c'est que lorsque vous avez fini votre construction, à chaque fois votre lutin il est dans sa position de départ. Ici maintenant, si vous voulez un carré de 4 cm de côté, c'est pareil, 4 cm de côté, ça va être 4 fois 10 pas, donc 40 pas. Donc on va répéter 4 fois quoi? 4 fois on avance de 40 pas, donc M égale 40, et attention, vous avez tracé votre premier côté, pour avoir un angle droit ici, il va falloir tourner de combien? Il va falloir tourner ici de 90 aussi. Donc N égale 90. Et on avait terminé pour cette question 2. Alors on va conclure ce brevet en regardant la dernière question. Le programme principal utilise le bloc triangle et le bloc carré. L'instruction s'orienter à 90 sur pareil signifie que l'on s'oriente vers la droite comme ceci. Écrire sur la copie le numéro de la figure obtenue grâce à ce programme. Alors ce programme, je vais vous le montrer. Il est ici. Alors, regardons bien. Ici, on a vu. Alors, si je reprends, mais je vais reprendre mes blocs complétés. Ils étaient complétés comment? Ici, c'était avancé de 40. Là, on avait tourné de 120. Là, on avait avancé de 40. Et là, tourné de 90. On verra si ça nous aide ou pas. Si on regarde bien le programme qui nous est donné, qu'est-ce qu'on nous dit? On lance le programme. Le lutin se place à l'origine du repère, hein, d'accord, en 0, 0. Bon, ça, c'est pas la chose la plus importante. Il s'oriente à 90, donc il s'oriente pour partir dans ce sens. C'est ce qu'on nous rappelait tout à l'heure. On efface tout ce qu'il y avait avant, on pose le stylo sur la feuille. Et on va répéter 6 fois les mêmes actions. Alors, ça commence par quoi? C'est par tracer un triangle. Alors, on voit que dans toutes les figures, on a bien un triangle qui est donné. Tac, tac, tac. Au départ, on part à 90. Donc une fois que ce triangle est passé, j'avais rappelé tout à l'heure qu'attention, c'est important, c'est qu'une fois qu'on a fait le tour, on a tracé notre triangle, le lutin il est remis en position de départ, donc dirigé dans cette direction. Qu'est-ce qu'on nous dit une fois qu'on a tracé notre premier triangle? On avance de 50. On rappelle que la longueur des côtés de tous nos triangles, elle est de combien? Elle est de 40. Donc on vient de tracer notre premier triangle, et attention, on est revenu là au départ, et on va avancer de 50. Donc si j'avance de 50, mon stylo, il va se retrouver où? Il va se retrouver plus loin que le deuxième sommet. D'accord? Avant de faire quoi? Avant de tourner de 30 degrés et de tracer le carré. Donc on voit clairement que là, le carré, il y a directement le carré qui commence à combien? À 40 après le premier sommet. Donc cette construction, elle ne marchera pas. Ici, si on regarde,
On a le carré qui est bien décalé. Alors, de 30 degrés à partir d'ici. Mais pour arriver là, qu'est-ce qu'on a fait? On a construit le triangle. Notre lutin, il est comme ça. Il a avancé simplement de 40 et non de 50. Donc, ça ne marche pas. Ici, est-ce que ça peut marcher? Pareil, on construit le triangle. Le lutin, il est revenu en position comme ceci. Il avance de combien avant de construire son carré? Il avance simplement de 40. Et directement, il construit le carré. Donc, ça ne marche pas. D'accord? On voit qu'il y a un écart, mais juste après chaque bloc, triangle, carré. On a un petit espace, triangle, carré, un petit espace. Or, dans la construction, on a le triangle. Regardez, je reviens ici, je suis en position comme ça. J'avance de 50, je me retrouve ici. Mon lutin tourne de 30. Je trace le carré, tac, tac, tac. Je suis en position de départ. J'avance de 50, donc ça veut dire que je me déplace dans la direction plus loin que la longueur du carré. Je me retrouve ici. Encore une fois, je me décale de 30. Et on commence un tour où je construis encore un triangle et un carré espacés. Et ça, on le répète 6 fois. Donc en fait, la seule figure qui pouvait marcher, c'était la figure numéro 3. Donc vous voyez, si on met un petit peu de bon sens, on prend le temps de regarder le programme, ben en fait, par élimination, on trouve directement la bonne réponse, même si on n'est pas hyper à l'aise avec Scratch, on peut réussir à trouver la bonne réponse. La correction de ce sujet de brevet pacifique de maths du 15 juin 2026 est maintenant terminée. Continuez bien vos révisions et je vous dis à bientôt.